Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. De l'infantilisation au sacrifice en question de la jeunesse, il a réfléchi à l'association faite entre enfance, maladie, désobéissance depuis le début de l'épidémie. Que vaut-elle ? À partir de 12h55, le philosophe Michael Fossel, auteur de L'enfance confinée dans le nouveau numéro des Cahiers du Seuil, sera notre invité avec Sylvain Courage de l'Obs. Mais d'abord, Marc Minkowski fait sa rentrée à l'Opéra national de Bordeaux qu'il dirige tout en orchestrant à Paris le retour du Messie pour la réouverture du Théâtre des Champs-Élysées. Deux belles raisons pour s'entretenir de son rapport à l'orchestre, du répertoire qu'il affectionne ou encore peut-être de sa passion pour l'île de Ré, puisqu'il est aussi le directeur du festival Ré Majeur. Le chef d'orchestre Marc Minkowski est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, en balade sur le fil de vos podcasts. La grande table. Olivia Gesbert. Reprise cette semaine pour 3 représentations au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, puis 2 au Grand Théâtre de Genève, 2 Der Messias, l'oratorio de Handel, adapté par Mozart, mise en scène par le grand Bob Wilson, interprété par l'ensemble des musiciens du Louvre, dirigé par notre invité, le non moins grand, Marc Minkowski. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Est-ce que vous êtes heureux de reprendre le chemin des théâtres ? Heureux, le mot est faible. Je pense qu'on en vit tous une espèce de besoin faramineux de communiquer avec le public non, c'est très émouvant. J'ai pu pendant le confinement, diriger un petit peu quelques événements à Bordeaux, des concerts à l'hôpital qui ont été très émouvants. Mais là, ça y est, nous y sommes. Et on reprend des concerts aussi. Et hier, la journée de répétition au Théâtre des Champs-Élysées, bouleversante. Et mes équipes à Bordeaux aussi qui répètent la Traviata dans l'auditorium, enfin, on est en attente. Là. On est comme des chevaux prêts à foncer au starting block. Alors, les mesures sanitaires, tout a été, j'imagine, pensé au Théâtre des Champs-Élysées, comme ce le sera aussi à l'Opéra de Bordeaux. Il va falloir vous adapter aussi dans la fosse pour l'orchestre. Il va y avoir une nouvelle manière de faire. On l'a fait pour des concerts, effectivement. Écoutez, le plus important, c'est de protéger le public. Et c'est que le public fasse vraiment très attention et observe des mouvements de sortie et des mouvements d'entrée très, très minutieux. Ce sera notamment le cas au Théâtre des Champs-Élysées, avec des demi-jauges, avec une place sur 2. Mais pour vous, dans l'orchestre, pas de mesures particulières. Vous allez jouer ensemble, comme toujours, en vous espaçant un peu. Oui, ouais. Nous faisons attention.
Der Messias, l'oratorio de Handel adapté par Mozart, que vous allez diriger à partir de mercredi au Théâtre des Champs-Élysées à Paris pour 3 dates. Marc Minkowski avec les musiciens du Louvre, avec, et on l'entendait là, un chœur, le Philharmonia Chor Wien, qui sera aussi qui était présent dans cette captation à Salzbourg et qui sera aussi au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, puis à Genève pour ces dates que vous allez donner. On a plaisir à vous y retrouver. Le chœur, il n'est pas sur le plateau, là, contrairement à cette impression d'ensemble qu'on a en écoutant juste la musique. Il y a à ce moment-là un danseur Oui. solo. Oui. Cette collaboration avec Bob Wilson, qui a pensé aussi la mise en scène, la scénographie, la lumière pour cette reprise du Messie. Un grand moment, une grande attente pour moi, de rencontrer ce géant. C'est Comment un vous des êtes derniers rencontrés? mohicans de la grande mise en scène milieu XXe siècle. Qui a eu la bonne idée de vous rassembler? C'est Rolando Villazone qui m'a succédé au festival de la Semaine Mozart de Salzbourg en janvier et qui souhaitait que je revienne en tant qu'invité. Parce que j'ai dirigé ce festival où j'y ai dirigé beaucoup en tant que chef. Et c'est son idée parce que c'est un festival essentiellement autour de Mozart et éventuellement son rapport avec les autres compositeurs. Donc effectivement, ces arrangements de Handel, il y en a 4 ou 5. J'en avais déjà programmé quelques-uns. Et il m'a demandé si cette collaboration avec Bob Wilson serait intéressante. J'ai dit mais évidemment, parce que représenter un oratorio sur scène, ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est très beau, c'est très important pour méditer, pour visualiser, pour réfléchir à beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'un maître de la méditation, de la pensée musicale, parce que Bob est quelqu'un d'extrêmement musicien, c'est l'ami de tous les grands musiciens américains et autres d'il y a quelques années. Et je me suis jeté à cœur perdu dans ce projet. Et d'ailleurs, cette mise en scène, plaisir. Bob Wilson, il l'a pensée sans fioriture. C'est extrêmement épuré, presque éthéré comme mise en scène aussi. Tout à fait. Ce sont beaucoup de symboles, beaucoup de choses qui permettent de réfléchir. Et puis, ce sont des tableaux vivants. Mais quand je dis tableau, je dis bien vivant aussi. C'est un spectacle très diaphane et c'est aussi une confiance sur les interprètes immense. C'est un petit peu le feu et l'eau. Le feu dans la fosse, l'eau sur le plateau, quelquefois ça change aussi. Handel, il vous accompagne depuis longtemps. Pour un fidèle, cette adaptation de Mozart, ça ne s'est jamais apparenté à une petite trahison. Et effectivement, moi j'ai grandi avec le Messie de Handel, l'apothéose de la musique anglo-saxonne sacrée et même non sacrée. J'ai même fait un film, j'ai accompagné William Klein qui avait fait un film merveilleux là-dessus il y a quelques années. Mais là, c'est autre chose. Ce sont deux géants qui se rencontrent et Mozart a repeint un peu la pièce. Il l'a éclairée. Il n'a pas changé beaucoup de choses fondamentalement. Mais aussi avec la traduction en allemand, on se retrouve avec une pièce qui continue Bach, qui va vers Mendelssohn, qui va vers les temps modernes, et qui est très statuesque, qui a un côté noble, majestueux, très prenant. Peut-être un tout petit peu moins direct au premier abord que le Messie traditionnel, mais pourtant tellement riche. C'est une série de textes bibliques, cet oratorio. Le sujet de l'œuvre, c'est le Messie, dira en 1741 l'auteur du livret. Handel, il écrit cette partition en moins d'1 mois, c'est très rapide. Oui. Et c'est un demi-siècle plus tard que Mozart va adapter le livret en allemand et réorchestrer une partie de la musique au son de l'époque. Alors vous le disiez, il va apporter peut-être quelques éclairages différents, mais ça reste une musique sacrée. Vous pensez qu'on a aujourd'hui un besoin de sacré, Marc Minkowski, dans cette année si particulière aussi que l'on vit? Oui, je pense qu'avec tout ce qui nous tombe sur la gueule, un peu de méditation, ça fait du bien. Mais en même temps, on a besoin aussi d'énergie, je crois, et la musique sacrée, la musique biblique de Handel est une musique de théâtre. Il a même commencé au début de sa carrière à Rome à composer des opéras déguisés parce que les papes, etc., ne voulaient qu'on représente rien. Et après, il a triomphé à Londres comme directeur d'opéra. Et puis, c'est un petit peu et compositeur bien sûr. Et puis, c'est un petit peu épuisé à la tâche. Il a perdu beaucoup d'argent et il a inventé cette nouvelle forme de l'oratorio anglais, quelquefois aussi mythologique, mais très souvent biblique avec des figures extraordinaires. C'est un peu
peu, oui, c'est un peu les ancêtres sonores du péplum du début du XXe siècle au cinéma. Il y a un côté 10 commandements en musique, toujours très impressionnant. Ouais, alors, en plus, il est assez ancré dans la Bible, hein, vous l'évoquez, ce Messie de Handel qui repose sur une liturgie anglicane assez, on pourrait dire assez stricte. En tout cas, l'Angleterre était assez puritaine à l'époque. Aujourd'hui, il est passé par le filtre de Mozart. Et il vous parle à vous autant comme catholique par votre mère, juif par votre père. Cet oratorio, vous pensez qu'il a depuis longtemps dépassé les barrières confessionnelles? Ça me touche beaucoup que vous citiez mes origines. Et je dirais même que Handel est un luthérien d'origine, comme un de mes grands-pères tchèques évangéliques, sur lequel on ne sait rien. En tout cas, oui, ce sont des carrefours de culture, mais c'est surtout du théâtre. C'est du théâtre, oui, c'est du théâtre religieux, avec une grande part de méditation aussi. Et puis, ce qui est intéressant dans le Messie, c'est que finalement, il n'y a pas de personnages, ce sont des évocations. Et non, il est évident que nous avons besoin de nous évader, de communiquer avec des forces diverses et variées. La soprano russe Elena Tsalagova dans Der Messias, créée, pensée pour cette semaine Mozart à Salzbourg. En tout cas, c'est une captation saisie à ce moment-là, à Salzbourg cette année, et qui sera repris, ce Messie, cet oratorio de Handel, adapté par Mozart, à partir de mercredi, sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, qui fait enfin sa réouverture, et on s'en réjouit. Elena Tsalagova qui sera sur scène, qui croisera un de nos chouchous ici à la Grande Table, notamment le ténor Stanislas de Barbeyrac. Invité Marc Milkowski jusqu'à 12h30, je vous parlerai pas du thème de la rédemption qui habite aussi cet oratorio pour vous demander si collectivement nous devons nous lancer là-dessus, mais j'aimerais vous entendre un peu sur Mozart. Mozart, c'est le plus grand, c'est ce que vous avez dit un jour, c'est en tout cas avec lui que vous avez choisi de fêter les 30 ans de l'ensemble que vous avez fondé, l'ensemble des musiciens du Louvre en 82, c'était Rameau pour les 20 ans. Dans 2 ans d'ailleurs, pour les 40 ans, ce sera qui? Si on suit... Surprise encore. Mais vous avez une idée? Si on suit votre discographie, on note quand même un penchant pour Bach ces dernières années. Ça pourrait être lui? Pourquoi pas? Non, Vous n'avez pas décidé. Vous savez, en ce moment, les projets... Enfin, c'est vrai qu'on a besoin de se projeter, puis en même temps, on passe son temps à régler le quotidien depuis des mois. Le directeur d'opéra, avec ses équipes, pour pouvoir rémunérer des intermittents qui n'ont pas pu travailler, reporter des spectacles comme notre trilogie d'Aponte à Bordeaux, qui était le point culminant de la saison, qu'on doit reporter dans quelques années et qu'on donnera à Versailles d'ici là. Enfin bon, voilà,
on essaye de garder espoir et oui, on pense un peu au futur, mais on pense aussi à laisser surtout garder la braise dans le four. Très important. Mozart, à propos de braise, dernier disque enregistré, Marc Minkowski, c'est cette messe en ut mineure de Mozart, sortie cette année. Il l'a composée en 1782, donc 6 ans avant l'adaptation de cet oratorio de Handel dont on parlait. Ce Mozart, il a quelle place dans votre galaxie ? Bon, moi j'ai toujours du mal à dire quel est mon préféré, j'en aime tellement, mais c'est vrai que oui, c'est la référence de tout musicien. Mozart l'est évidemment, par son talent, son émotion, son immédiateté, sa diversité. Et dans cette messe, évidemment, il rend hommage beaucoup à la musique de Handel. On ne sait pas si cette messe a été créée de son vivant, on ne sait pas exactement dans quelles conditions. On sait que c'était composé pour l'église Saint-Pierre de Salzbourg. Et c'est vrai que oui, c'est un humaniste, c'est un franc-maçon, c'est un visionnaire, c'est un enfant prodige, c'est un héros de film, de pièces de théâtre. C'est un personnage universel aussi. Même au XIXe siècle, Pouchkine a écrit un opéra sur lui, Reynaldo Hahn chez nous aussi. Enfin, oui, c'est vrai que c'est un tout. Vous avez 19 ans quand vous fondez l'Ensemble des musiciens du Louvre, qui n'a cessé de vous accompagner jusqu'ici. Pourquoi ? Vous savez déjà qu'on irait ou que vous n'iriez nulle part seul, qu'il faut être accompagné dans la vie ou dans un parcours de chef d'orchestre. Et évidemment, et puis les rencontres sont très importantes. D'ailleurs, pendant le confinement, un ami à moi voulait écrire un bouquin, donc nous sommes en finalisation de tout un travail d'interview. Ça, c'est Antoine Boulet, exactement. Et l'éditeur n'est pas encore choisi. J'ai pu réfléchir à tout ça. Hein. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'un chef d'orchestre un peu autodidacte comme moi, et qui ne veut pas faire des concours et tout un cycle de choses très lourdes pour arriver, doit former son instrument, son orchestre. C'est vrai que c'est une bande de copains au départ et le jeu devient de plus en plus sérieux jusqu'à qu'on rencontre notre premier éditeur de disques, qui est Erato, Michel Garcin, et soutenu déjà par Radio France et la collection Musifrance avec René Blanchard, à qui je dois tout. Et voilà, ça me fait toujours plaisir d'être ici. Michel Garcin, c'est l'art du disque, hein. C'est la capacité à aller chercher des pépites et à faire émerger aussi de jeunes prodiges. Vous êtes aussi passé par les arts florissants, Marc Minkowski, hein, cet ensemble musical de musique baroque fondé par William Christie, qui fête cette année. Hein, les arts florissants, c'est 40 ans. Avec lui, vous avez appris quoi ? J'ai appris que Lully est un des génies de l'opéra en général, en participant à Atis, à la création d'Atis. J'ai appris que Marc-Antoine Charpentier est également un grand bonhomme. Et quelle émotion de cette voilà, pour tout. On est plusieurs musiciens instrumentistes qui sont devenus chefs d'orchestre, des jeunes chanteurs aussi on est tous passés. Beaucoup de nous sont passés par cette case. Et c'était magique. Et voilà, et la déclamation, on ressentait les vibrations dans la salle sur cette poésie de Quinault tellement sublime, et égale à Da Ponte pour Mozart, égale à Maeterlinck pour Debussy, et on avait vraiment l'impression d'une résurrection de quelque chose qui venait de nous. C'était ça qui était si fort et si beau. Musicien avant d'être chef d'orchestre, ça c'est classique. Le basson, c'est votre instrument de musique à vous, un instrument avant de la famille des bois. Le bassoniste, il peut tout jouer ? Il peut jouer pas mal de choses, de Bach à Stravinsky, et il peut être un membre du groupe des basses. Il peut être tout d'un coup un soliste dans un concerto pour piano de Mozart, où pendant 4 mesures tout est dans ses mains, ou comme dans le début du Sacre de printemps de Stravinsky. Bon, oui, on peut jouer énormément de choses. On peut faire des transcriptions également. Et on a un très beau concerto de Mozart. On a des quarantaines de concertos de Vivaldi. Et puis c'est une plateforme d'observation pour voir ce que c'est que la fonction du chef d'orchestre, absolument formidable, parce qu'on est peut-être un peu moins exposé qu'un premier violon, mais quand même on est très très responsable. On va écouter une petite histoire du basson signée Thomas Beau. Chers enfants, vous allez entendre maintenant un conte musical qui s'appelle
grand-père prit la main de Pierre, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Tout à coup, grand-père apparut. Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les garçons comme lui n'avaient pas peur des loups. Et maintenant, voici où en étaient les choses. Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Vous aurez peut-être reconnu en vrac un extrait des concertos de Vivaldi, de la pathétique de Tchaïkovski, du Sacre du printemps pour basson de Stravinsky, et ces quelques mots et notes de Pierre et le loup de Prokofiev dans la voix de Michel Galabru. D'ailleurs, dans Pierre et le loup, le basson grondeur, c'est le grand-père qui bougonne dans sa barbe. On vous dit plutôt jovial, vous, hein, Marc Minkowski. Est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité de caractère parfois entre votre instrument et vous ? Au contraire, non. Le basson. Non, mais je suis bouleversé de ce que je viens d'entendre parce que ce patchwork là, c'est fantastique. C'est ça que ça me rappelle tellement de choses. Écoutez, moi je suis un calme anxieux ou un anxieux calme. Enfin bon, j'ai ma part de noirceur aussi, et le basson est un instrument tout à fait schizophrénique à souhait pour exprimer la jovialité ou la bougonnerie ou la virtuosité. Enfin, on vient de l'entendre. Hein. Le basson, il a tout ça à la fois. À Bordeaux, levée de rideau et ouverture de la saison avec Verdi, avec une Traviata inaugurale dirigée par le Britannique Paul Daniel. Vous avez choisi de faire fi du Brexit en lui confiant la baguette pour cette ouverture. Oh bah oui. De toute façon, Paul est chez nous depuis de nombreuses années maintenant. Puis j'ai des chanteurs formidables. On a Rachel Willis Sorensen qui fait sa première Traviata. Je pense que c'est la plus grande soprano de demain. Enfin, une des, sinon je vais me faire gifler par toutes les autres. Benjamin Bernheim, ténor formidable. Et dans les jeunes, parce qu'on a deux distributions, la kosovarde El Benita Kashtazi et le français Kevin Amiel. À Bordeaux, on fait confiance aussi à beaucoup de jeunes chanteurs pour leur donner leur prise de rôle. Et d'ailleurs, les jeunes artistes, c'est une chose très importante pour tout le monde dans le futur, parce que songez que nous recommençons à travailler, mais beaucoup ont perdu tout leur travail depuis le mois de mars, ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être engagés, attendent le chemin des planches et quelquefois ont des problèmes financiers énormes parce que le chômage partiel ne fonctionne pas forcément pour tout le monde. Et il y a du travail. Oui, c'est bien de le rappeler aussi, cette précarité aussi pour beaucoup de musiciens ou chanteurs. Vous allez ouvrir cette saison avec cette Traviata de Verdi. Vous la refermerez en 2021 au printemps, si tout va bien, avec le Carmen de Bizet, mise en scène par Jean-François Sivadier. On attend impatiemment. Vous serez vous aussi à l'Opéra National de Bordeaux à partir du 29 octobre pour un concert jeunes artistes autour de pièces pour chœur, puis pour
Non? Il faut que je dise une chose, oui. Ils ont pas le droit de chanter. On doit faire la 9e de Beethoven, mais on l'a reportée de quelques mois. Ah, c'est celle-là. Et vous savez pourquoi? Parce que Pourquoi? parce qu'ils peuvent pas travailler depuis le mois de mars. Ils sont en Zoom, donc on va leur laisser 6 mois de plus pour pouvoir travailler tranquillement, qu'ils puissent rechanter ensemble et se perfectionner et être un peu moins sous pression, parce que c'est déjà assez fort comme ça. Mais tout est bousculé. Est-ce que le festival aura lieu ou pas sur l'île de Ré? Oui. Le festival Ré-Pageur, oui. Donc c'est à partir du 30 octobre. Oui. On peut déjà prendre ses billets? Oui, donc dans quelques jours à la Malines, et Alexandre Tarot fera l'inauguration. Et est-ce que le pont sera ouvert pour les Parisiens Est-ce qu'on pourra prendre le bateau vers l'île de Ré? J'espère qu'on fasse confiance aux gens un petit peu plus qu'au mois de mars, où beaucoup de Français ont été maltraités, infantilisés, et j'espère que ça va cesser. Merci, vous venez de donner le thème de la deuxième partie de la Grande Table, l'infantilisation des citoyens. Elle est au cœur de la contribution du philosophe Mickaël Fossel, qui nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. J'ai oublié juste de vous donner un dernier rendez-vous avec Marc Minkowski. Ce sera à l'Opéra Comique à partir du 28 septembre pour Un bourgeois gentilhomme, la comédie Ballet de Molière Lully, avec une mise en scène incroyable aussi de Jérôme Deschamps. Vous êtes bien entouré, un concert, orchestre, mais aussi mise en scène de Deschamps, donc à Bob Wilson, qui est à voir à partir de mercredi pour 3 dates au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Merci Marc Minkowski. Merci. Au revoir.